Sac passé les Captain, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de te parler de 5 choses qu'on ne te dit pas sur le métier de développeur. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je t'aide à devenir un meilleur développeur, alors n'hésite pas à t'abonner. Et oui, je vois que t'es pas abonné parce qu'il y a environ 30 à 40% de l'audience qui ne s'abonne pas. Donc si tu veux recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton juste en dessous. La première chose qu'on ne dit pas sur le métier de développeur, c'est que c'est un métier qui est deux en un. Tu vas devoir apprendre d'une part la technique, ça va être tous les frameworks que tu vas devoir maîtriser, les langages de programmation, les plateformes cloud, tous les outils techniques que tu vas devoir utiliser. Donc ça, c'est une chose d'une part. Et il va y avoir la partie qu'on appelle la partie métier. Alors la partie métier ou fonctionnelle selon les termes que tu utilises, ça va être finalement le métier dans lequel tu vas exercer le métier de développeur. Je te donne un exemple, si tu es un développeur dans une banque, tu vas évoluer dans le métier bancaire, le métier de la finance. Et en fait, il va falloir que tu apprennes des notions autour de ce métier-là. Donc finalement, tu vas toujours avoir la technique d'un côté, et si tu bosses pour une boîte qui développe des outils de dev, tu vas devoir apprendre entre guillemets un seul métier, et tu vas avoir la partie fonctionnelle qui peut varier selon les domaines que tu cibles. Moi par exemple, j'ai travaillé en banque, j'ai travaillé dans l'automobile, j'ai travaillé dans le sport, j'ai travaillé dans le e-commerce. Donc avec le temps, tu as aussi la possibilité de devenir potentiellement un expert fonctionnel dans ton domaine au-delà de la technique, et ça peut être assez intéressant de se spécialiser dans un domaine que tu apprécies particulièrement. Finalement, entre le fonctionnel et la tech, c'est un peu à toi de choisir, c'est un peu un savant mélange. Moi, je sais que quand j'ai commencé, j'étais aveuglé par la tech, je voyais que ça, le reste, j'en avais strictement rien à faire. Et avec le temps, tu commences à t'intéresser un peu plus aux produits sur lesquels tu vas travailler, à l'impact que tu vas avoir, est-ce qu'il est positif sur le monde ou pas. Tout ça, ça peut rentrer en ligne de compte dans le choix d'une boîte, dans le choix d'un poste. Un truc à bien garder en tête, c'est que plus le métier est compliqué d'un point de vue fonctionnel, avec énormément de règles qu'on appelle des règles de gestion par exemple, ou des règles métiers, plus ça va être dur pour toi de monter en compétence. Parce que avant de pouvoir vraiment développer de grosses fonctionnalités, tu vas devoir apprendre le métier sous-jacent. Et ça, c'est un truc à ne pas négliger quand tu te lances, quand tu signes dans une nouvelle boîte. Une de mes dernières missions, par exemple, j'ai bossé dans une boîte d'immobilier en freelance. Pendant cette mission, j'ai appris pas mal de choses autour du droit de la copro. Comment sont gérés les syndics de copro, comment doit-on gérer une copro, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire, qui fait quoi. Et tout ça, en fait, c'est des choses que, si tu ne les connais pas, forcément, il va falloir monter en compétence dessus. La deuxième chose qu'on te dit pas sur le métier de développeur, c'est à quel point tu vas devoir apprendre en continu. Et ça, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, il n'y a pas un seul moment dans ta carrière où tu vas cesser d'apprendre. On l'a vu que tu peux apprendre sur le plan fonctionnel et sur le plan technique. Disons que le plan fonctionnel, ça va aussi dépendre si tu changes d'écosystème, si tu changes de métier. Donc ça, on va le mettre un peu de côté. Pour tout le reste, il est hyper important de se maintenir à jour, de ne pas rater les changements les plus importants dans l'industrie. Je te prends un exemple, c'est l'industrie du web. Elle a beaucoup évolué avec l'apparition de toujours plus de frameworks front-end. Il y a beaucoup de développeurs qui sont restés sur le carreau parce qu'ils n'ont pas été capables de faire le switch vers des frameworks front-end. Du coup, c'est vraiment une chose qui ne s'improvise pas. Il faut prendre le temps de se former et de se former en continu. Et si tu n'acceptes pas ça, tôt ou tard, tu vas te réveiller et en fait, l'industrie aura avancé sans toi et tu vas te retrouver un peu sur le carreau. Niveau apprentissage, on va séparer deux choses différentes. On va avoir ce que j'appelle la techno d'un côté, donc là, ça va être tous les frameworks, tous les langages que tu vas apprendre, les évolutions de ton langage. Je te prends un exemple, par exemple, ECMAScript évolue maintenant chaque année. Chaque année, il y a un nouveau standard, il y a des nouvelles fonctionnalités plutôt qui sont ajoutées au standard. Et ça, il faut un peu tirer parti de ça. Côté framework aussi, ça évolue très très vite. On a des nouvelles versions qui arrivent régulièrement. Ça peut être une à plusieurs fois par année, selon les frameworks. Donc c'est vraiment une évolution constante et c'est hyper important de faire de la veille dessus. La deuxième chose sur laquelle il va falloir te former en continu, ça va être tout ce qui est assez intemporel, c'est toutes les méthodos, toutes les mouvances. Je te prends un exemple, si tu te formes en architecture, les architectures logicielles, même s'il y en a des nouvelles qui apparaissent de temps en temps, c'est pas quelque chose qui va évoluer tous les ans. Donc ça, c'est des compétences que tu peux avoir. C'est pareil pour les méthodos. Si tu fais du software craftsmanship, par exemple, ou que tu es adepte du clean code, c'est quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser d'un framework à l'autre, d'un langage à l'autre. Bien sûr, tu ne vas pas pouvoir tout appliquer à la lettre de la même manière, mais toutes ces compétences-là, notamment en termes de gestion de projet, en termes d'agilité, toutes ces compétences-là, finalement, elles vont te suivre toute ta carrière et du coup, c'est hyper important de les travailler
régulièrement. Tiens, d'ailleurs, dans les commentaires, dis-moi, selon toi, quelle est la chose qu'on ne dit pas sur le métier de développeur? J'ai hâte de voir ton avis. L'idée, c'est vraiment d'en faire profiter toute la communauté. La troisième chose qu'on ne dit pas sur le métier de développeur, c'est que tu n'as pas toujours le contrôle. Et ça peut faire très très mal. Finalement, tu vas être amené à travailler avec d'autres services, tu vas avoir des clients qui ne comprennent pas forcément déjà ce qu'est ton métier. Donc dans la vraie vie, ça peut se traduire par des demandes parfois qui n'ont justement aucun sens d'un point de vue technique, mais parce qu'on imagine ou on pense que fonctionnellement c'est faisable, on va la faire cette demande. Et parfois tu vas être entre guillemets obligé d'implémenter des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Là, c'est à ce moment-là, c'est à toi en tant que professionnel, c'est à toi en tant que développeur de lever la main et d'expliquer, d'être capable de vulgariser pourquoi ce serait pas une bonne idée. Autre chose, si tu travailles par exemple dans une grosse structure, tu vas souvent avoir envie de choisir tes outils, les frameworks, les librairies que tu utilises. Et tu verras finalement que tu n'as pas forcément toujours le choix. Je te donne un exemple tout simple. Choisir un framework front-end, que ce soit React, Angular, Vue ou autre, il y a des boîtes où c'est pas à toi de choisir. Ça va être à un architecte logiciel de choisir une technologie pour garder une uniformité dans tout le système d'information. Et ça, quand tu es un développeur qui est plutôt autonome, quand tu as une équipe qui est plutôt autonome, ça peut faire pas mal de dégâts parce que finalement, tu te sens obligé d'assumer une décision qui n'est pas la tienne et avec laquelle tu n'es pas en accord. Donc, il faut pouvoir jongler avec. Et c'est dans ces moments-là que tu vas te rendre compte aussi que parfois, les méthodes que tu vas mettre en place, que ce soit en termes de qualité logicielle, en termes de continuous delivery, en termes de testing, sont plus importantes que le framework en soi que tu vas utiliser. Finalement, quand un projet vient à grossir, tu vas avoir énormément de ton code qui n'est même pas du code lié au framework, qui est juste du code métier. Parfois, il faut vraiment mettre de côté un peu cet attrait pour la tech et se concentrer sur les bonnes méthodes, les bonnes pratiques et tout ce que tu peux mettre en place en termes de qualité au lieu de t'offusquer parce que on t'a forcé à choisir Angular 5 à la place de React par exemple. Parfois tu vas pas avoir le choix parce que tu vas hériter de code complètement pourri. C'est ce qu'on appelle le legacy code. Ça peut se traduire de différentes manières, mais souvent c'est du code qui a accumulé de la dette technique. Si tu veux faire une analogie avec, je sais pas moi, un autre domaine, la dette technique c'est quand tu poses de mauvaises fondations et que tu empiles du code avec des mauvaises pratiques, du code de mauvaise qualité par-dessus. Ça fait que au fur et à mesure que ton projet grandit, ça devient de plus en plus difficile de modifier ton projet sans casser quelque chose. Ça peut vraiment devenir infernal de travailler sur un projet qui a beaucoup de code legacy, qui a beaucoup de dettes techniques. Ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment démotivant, de se sentir vraiment impuissant face à la montagne de code de mauvaise qualité qui t'empêche en fait de faire toute amélioration. Il existe quand même des techniques pour s'en sortir, hein. Là, c'est pas le but de la vidéo, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un truc qui peut vraiment plomber l'ambiance sur un projet. La quatrième chose dont on parle peu sur le métier de développeur, c'est la charge de travail. Alors oui, il existe un cadre légal, ça va dépendre de ton contrat, ça va dépendre de ta convention collective. C'est pas parce que tu es développeur que tu es forcément à la Syntec. Ça m'est arrivé d'être dans la convention collective des journalistes, par exemple, et de la presse. Et du coup, c'est une convention collective qui couvre pas énormément de cas pour les développeurs, par exemple. Donc voilà, moi je vais te donner une moyenne que j'ai relevée pendant mes 10 années. En moyenne, c'était une très grosse moyenne. Si tout va bien, c'était du 40 heures par semaine en moyenne. Bien sûr, quand il y a des coups de bourse, ça m'est arrivé de monter à bien plus. Ça peut aller taper dans les 60 heures par semaine. C'est quelque chose que j'ai fait à des moments donnés, à des moments bien précis, parce qu'il y avait un coup de bourse, parce qu'il y avait des deadlines à terminer. Attention, je suis pas en train de te dire il faut absolument que tu bosses 60 heures par semaine. Je dis juste que selon les projets, ça peut arriver qu'on te demande ou que tu aies à augmenter ta charge de travail. Estimer le temps de développement, c'est quelque chose qui est très compliqué, quelque chose où on a encore aujourd'hui beaucoup de mal à le faire, et c'est pour ça qu'on choisit des organisations qui vont pas s'orienter sur le nombre d'heures de travail, mais plutôt sur la vélocité en termes de fonctionnalités développées dans la semaine. Donc finalement, cette charge de travail-là, elle va varier selon les projets sur lesquels tu travailles, selon les budgets alloués à ces mêmes projets. Elle va aussi varier selon la culture de l'équipe. J'ai travaillé dans des équipes où c'était plutôt à la cool, on était plus proche des 35 heures que des 40. Et ça m'est arrivé de travailler sur des projets où on était en train de charbonner parce qu'il y avait des deadlines à tenir. Après, c'est encore une fois, tu as toujours le choix, c'est à toi de voir si oui ou non tu as envie d'aller au bout du truc. Autre chose qui va aussi impacter fortement ta charge de travail, finalement, ça va être ton niveau. Plus tu es autonome, plus ça va être facile de délivrer ton travail dans les temps. Et moins tu es autonome, et je le vois souvent sur des débutants, et c'est encore pire parfois quand ils sortent de formation accélérée, tu peux facilement exploser tes deadlines, même si elles ont été chiffrées pour un développeur junior. C'est des choses qui arrivent. Là, le meilleur moyen de ne pas tomber dans ce piège, c'est vraiment de communiquer très rapidement, et de lever la main et de demander de l'aide si tu vois que ça va trop dépasser.
Finalement, en fonction de ton niveau, tu peux passer parfois des journées entières à essayer de corriger un bug qui parfois est évident, et ça arrive quand même si tu es expérimenté, hein. Moi, récemment, ça m'est déjà arrivé de passer quelques heures sur un pauvre bug tout bête que j'aurais dû régler très rapidement. Ça fait partie aussi du métier. Dernière chose en termes de niveau, moi j'estime qu'on ne maîtrise pas vraiment une techno à moins de l'avoir mis en prod et d'avoir eu des problèmes de prod. Finalement, tu peux te former sur n'importe quelle techno, mais tant que tu l'as pas mis en prod, tant que tu l'as pas déployé, tant que t'as pas eu des soucis de prod avec, t'as encore beaucoup de choses à apprendre. Donc au niveau de la charge de travail, c'est vraiment un métier qui nécessite d'avoir un peu d'abnégation et il faut vraiment se donner à fond. C'est pas le genre de métier où tu peux te reposer sur tes acquis, surtout quand tu débutes. La cinquième chose qu'on ne dit pas sur le métier de développeur, c'est que tu vas pas forcément passer toute ta journée à coder. C'est vrai que quand on parle du métier de développeur, on imagine un gars avec la capuche dans une salle un peu sombre en train de développer un programme avec des lignes de code un peu comme dans Matrix qui défilent à la verticale. Mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est un métier où tu vas devoir interagir avec beaucoup d'autres intervenants, d'autres équipes, des clients potentiellement. Je vais te donner comme ça en vrac une liste de tâches que tu peux être amené à faire. Bien sûr, ça va dépendre des projets, ça va dépendre de tes responsabilités, ça va dépendre du type de boîte dans lequel tu travailles. Premièrement, un développeur passe beaucoup de temps à faire des recherches. Et ouais, on n'est pas toujours là comme ça à foncer et à coder, on n'est pas tous des codeurs fous, donc tu vas quand même avoir une bonne partie de temps à faire des recherches. Ça peut être des recherches sur de l'architecture, ça peut être des recherches sur comment corriger un bug, ça peut être des recherches sur comment faire le meilleur design pour ton code vis-à-vis du problème à résoudre. Tu vas aussi passer un peu de temps en réunion. Ouais, ça, il y en a quand même. Donc les réunions, tu vas souvent avoir ce qu'on appelle un stand-up meeting le matin. Donc c'est une petite réunion de 15 minutes pour faire le point et lancer la journée. Ça permet de savoir qui fait quoi, qui a rencontré des problèmes. Et ça permet aussi de tenir le cap pour terminer ton sprint. Selon ton niveau, tu peux être aussi amené à faire ce qu'on appelle des revues de code, des code reviews. Donc là, c'est un moment où tu vas venir regarder le code d'un de tes collègues. Tu vas lui dire tout ce qui va, tout ce qui va pas. Et vous allez devoir travailler ensemble histoire de produire le code le plus propre possible. Plus tu prends en expérience, plus tu vas pouvoir bosser sur des sujets comme l'architecture, qui sont des sujets assez avancés. En fait, le but, c'est comme pour une maison, hein, de poser les piliers d'un projet de façon à ce que tu puisses guider les développeurs dans leurs tâches. Et un projet qui est mal architecturé peut conduire à un vrai désastre, ça il faut en être conscient. Alors je sais pas si tu sais, mais parfois tu vas devoir créer de la documentation. Donc finalement tu vas devoir créer un document qui explique comment fonctionne le projet, comment fonctionne le code. Tu peux avoir différents niveaux de focus. Ça peut être un niveau ultra technique comme ça peut être un niveau assez high level. Moi je tends à en faire de moins en moins parce que j'estime que c'est mes tests qui vont servir de documentation. Mais c'est des tâches qu'on peut te demander. Moi c'est vraiment un truc que je détestais parce que je supporte pas d'écrire du blabla autour de mon code. Je ne vois pas l'intérêt, mais bon. Parfois, ça peut être intéressant de partager ça avec d'autres équipes, ne serait-ce que pour faire un retour d'expérience, par exemple. Tu peux être aussi amené à faire des démonstrations d'une fonctionnalité que tu as développée. Ça, c'est super enrichissant parce que tu peux potentiellement présenter une fonctionnalité devant un panel d'utilisateurs et avoir leur retour en direct. Quand c'est faisable, c'est hyper enrichissant. Je le conseille fortement. Et puis, c'est toujours bien de présenter un truc que tu as développé toi-même. Ça m'est aussi arrivé de faire du support utilisateur. Donc c'était un support assez bas niveau, donc un support assez technique. Là, dans ce cas-là, je devais chercher dans les données de monitoring pour essayer de trouver l'origine d'un bug qui a été remonté par un utilisateur. Ça, c'est assez intéressant parce que tu découvres un peu tout l'aspect production et tu te rends compte que ton métier, c'est pas seulement pondre du code. Ton code, tu vas devoir le pousser en production. Ton code, il va vivre, il va avoir un cycle de vie. Il va être utilisé par des vraies personnes qui vont peut-être avoir des problèmes. Tant que tu n'as pas fait du support utilisateur, c'est très difficile de se rendre compte à quel point c'est ta responsabilité que ton code fonctionne bien en production. Dernière chose sur les tâches dont on parle peu, ça va être la formation de certains utilisateurs. Potentiellement, parfois, tu peux être amené à former un utilisateur. Il va falloir vraiment rentrer dans les détails et ça peut être assez enrichissant parce que finalement, toi, en tant que développeur, tu vas penser d'une manière qui est bien différente de celle d'un utilisateur. Tu vois tous les cas où tu te dis non, il cliquera jamais là. Je peux te dire, garantir qu'à coup sûr, un utilisateur lambda va faire toutes les erreurs possibles, toutes les erreurs que tu lui laisses faire avec le software que tu auras développé. La sixième chose qui n'était pas prévue, c'est que pour moi, le développement, c'est un métier qui est créatif, c'est un art. Alors ça, c'est un message qui est assez polarisant, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est vraiment quelque chose où tu as plusieurs manières d'arriver au même résultat. Tu peux avoir en apparence une application qui fait exactement la même chose, mais tu peux avoir un design totalement différent, tu peux avoir
avoir une qualité de code totalement différente. C'est un peu comme si tu comparais la baguette de Carrefour et une bonne baguette Baguepi bien fraîche. Pour moi, en tant que développeur, on est vraiment des artisans du numérique. C'est vraiment un métier hyper créatif. Tu peux créer des choses à partir d'une idée, tu peux créer des choses à partir de rien du tout. Tu peux automatiser des choses, tu peux travailler dans n'importe quelle entreprise et en plus de ça, tu as un côté créatif, tu as un côté qualité de code qui est juste immense. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment le plus beau métier du monde. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est toujours pas fait, n'oublie pas la petite cloche pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev, ciao.